Jean-Jacques Hano, dans quelles conditions tout d'abord avez-vous été amené à vous intéresser à l'adaptation du Dernier Loup? Écoutez, le Dernier Loup est venu à moi. J'ai eu un jour de charmants producteurs chinois qui sont arrivés dans mon bureau à Paris et qui m'ont demandé si j'étais intéressé par ce qui était un livre, un roman qui s'appelle Le Totem du Loup et qui est le plus grand succès littéraire de l'histoire récente en Chine. C'est le seul livre qui a été lu par autant de personnes depuis le petit livre rouge de Mao. Et effectivement, j'avais lu des extraits et je connaissais le thème de ce roman. Mais ce qui s'était passé, c'est que je n'étais pas bienvenu en Chine depuis un film qui s'appelait 7 ans au Tibet. Et j'ai tout de suite dit, écoutez, je crois que je ne suis pas la bonne personne. Et ils m'ont dit, non, vous savez, la Chine a beaucoup changé. Nous sommes des gens pragmatiques et nous avons besoin de vous. Comme le roman est très passionnant, c'est un roman qui fusionne un certain nombre de thèmes que j'explore depuis que j'ai commencé à faire du cinéma. C'est une histoire qui, en plus de ça, ressemble à ma propre vie. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui découvre une région reculée de la Chine, très différente de sa propre culture, qui est bouleversé par ce qu'il voit et qui comprend que la civilisation mongole a été calquée sur la société des loups. Du coup, se fascine pour les loups, en capture un qui devient son ami, mais qu'est-ce qu'on fait de son ami fauve quand on est éleveur de moutons? Donc si vous voulez, il y a cette problématique-là, la problématique de la conservation de l'équilibre naturel entre l'homme et l'animal, enfin tout un tas de thèmes qui, à travers mes films, sont récurrents. Et moi, à la même époque que l'auteur du roman a été en Mongolie, moi j'ai été envoyé au Cameroun et j'ai connu la même transformation. Une soudaine passion pour la culture africaine, pour ce que j'ai découvert dans ce continent, en particulier moi-même. Donc si vous voulez, je me suis senti complètement de plein pied avec cette histoire et c'est pourquoi j'ai décidé d'y consacrer 7 ans de ma vie. Avec ces loups, vous avez retrouvé des similitudes avec le tournage de l'ours, par exemple? Oui, bien sûr, si vous voulez, le travail avec un acteur animal, qui peut ressembler d'ailleurs au travail qu'on peut avoir avec un petit enfant, vous voyez, ou avec des acteurs débutants. Il faut travailler sur le monde et le mode de l'instinct, c'est-à-dire se souvenir que l'animal, on va pas lui dire fais-moi un grognement de colère. Non, il faut qu'il soit lui qui ressente cette colère et que cette colère je puisse l'enregistrer, ou le désir de fuite, ou la surprise. Je peux pas commander. Et c'est en fait ça qui me passionne de temps en temps de faire un film avec des animaux. C'est évidemment très difficile, ça demande beaucoup de patience, mais c'est surtout l'exploration de ce monde-là, l'exploration instinctive, et de me dire qu'est-ce que je ferais moi si j'étais loup, et comment je m'y prendrais pour qu'un autre loup se sente apte à faire l'action qui est décrite. C'est ça, si vous voulez, cette gymnastique intellectuelle qui me plaît énormément. Quand j'ai écrit avec Gérard Brache l'ours, bah moi j'étais à quatre pattes, lui était derrière le bureau, moi j'étais à quatre pattes, j'étais l'ours. Et on se demandait ce que ferait l'ours. Bah, on cherchait pas tellement dans les livres sur les ours, on cherchait à se dire, bah, si on était ours, on verrait mal, mais on aurait de l'odorat, on c'est puissant, qu'est-ce qu'on ferait? Et puis de temps en temps, on ne savait plus et on regardait son chat. On se disait, et lui, il ferait quoi le chat? Alors on disait, évidemment, un chat, c'est pas un ours. Sauf qu'un chat, c'est pas un ours, c'est pas un homme, mais on a des traits communs. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui me passionne. Et là, avec les loups, ce qui était formidable, c'est que c'est un animal très particulier dans la mesure où il vit en société comme nous, avec une construction hiérarchique. Il y a un roi, un vice-roi, il y a la reine qui règne sur les femelles, il y a des loups de statut intermédiaire, et puis il y a des loups bannis, et c'est ceux-là qui sont devenus les chiens, qui sont allés se regrouper autour des hommes et chercher un autre maître. Durant le tournage, vous avez noué une relation très particulière avec Claudie, le chef de meute. Oui, alors ça, c'est lui qui est venu dès les premiers temps, lorsque je suis venu voir cette jeune meute que mon dresseur avait élevée au biberon. J'ai vu le roi des loups s'approcher de moi de façon très humble, presque en rampant, même en rampant, puis venir jusqu'à mes pieds et se retourner pour m'offrir son ventre, qui est un signe incroyable d'amitié. Et mon dresseur m'a dit, écoute, là, c'est très rare ce qui se passe, mais bon, caresse-le parce qu'il a besoin de ça. Ce qu'il te demande, c'est de montrer aussi ton amitié. Je l'ai fait, il m'a fait une petite léchette sur l'index, et puis il est reparti vers sa meute, et il s'est frotté à chacun des loups pour communiquer mon odeur. Alors mon dresseur m'a dit, ben voilà, il explique que tu es son copain et que donc il faut qu'il soit amico avec toi. Ceci étant, aucun des loups n'est jamais venu à plus près d'un mètre de moi, sauf son frère un jour qui a décidé, lui aussi, il avait pris le pouvoir à son tour, un an plus tard, il était venu lui aussi se frotter à moi pour confirmer la meute que j'étais acceptable. Mais ce qui s'est passé avec ce premier roi, c'est qu'il était le plus puissant et le plus sûr de lui, donc le meilleur acteur.
Et alors ce qui est très particulier, c'est qu'à mesure que les jours avançaient, la relation est devenue de plus en plus équilibrée. C'est-à-dire qu'il ne rampait plus en venant me voir, il venait de façon humble, mais parfois à la fin du tournage, il courait, c'est-à-dire à 100 mètres, il me voyait, il courait comme un fou et il se jetait sur moi. Mais attendez, c'est 50 kilos d'amour. Hein. Donc, moi, je me préparais comme un lutteur parce qu'il me mettait ses pattes sur les épaules et j'avais droit à un débarbouillage absolument stupéfiant. C'était à la fois très compliqué d'une certaine manière parce que j'étais obligé de faire attendre toute l'équipe. Ça durait 10 minutes. Parce qu'il me léchait, il me faisait le tour autour de moi, et puis il revenait, et il fallait que ça se calme, que ça se passe. Mais des fois, si vous voulez, moi, la journée avançait, je sais pas, je voyais la lumière qui était parfaite, il fallait tourner, et là, je passais du temps avec mon ami. Et alors, le dresseur me disait, mais écoute, j'ai jamais vu une chose pareille. Je rappelle que aucun des dresseurs n'a jamais pu toucher de loup. Si, pardon, mon dresseur principal pouvait le toucher, lui, le chef. Mais aucun autre loup ne pouvait même être nettoyé. C'est-à-dire que quand ils se roulaient dans la boue ou dans autre chose, ils aiment les choses odorantes, c'était sur leur pelage, hors de question de pouvoir passer la main pour enlever, hors de question de passer une brosse ou un balai-brosse. Non, parce qu'ils bouffent le balai, ils bouffent la brosse. Hors de question, évidemment, de les arroser, parce que là, vous les arrosez une fois, et puis c'est terminé. Il termine, vous perdez votre acteur. Et alors, ce qui était fou, c'est que des fois, je me disais, bon, on va ellipser la scène d'amour. J'allais directement dans la tente où nous avions nos écrans. Je m'installais derrière les écrans et qu'est-ce que je voyais à travers les objectifs de caméra? Je voyais le chef de meute qui m'attendait, qui reniflait et qui ne voulait pas faire quoi que ce soit tant qu'on ne s'était pas dit bonjour. Donc je me changeais, je enlevais mes lunettes et je rentrais dans la zone interdite, donc dans le territoire des loups, et j'avais droit à une séance de mordillage. Il me prenait les joues, il me prenait le nez, il me prenait les lobes d'oreilles, et je sortais généralement griffé, si vous voulez. J'ai plein de plans où je suis un peu sanguignolant. Et ce qu'il y avait de fou, c'est que vers la fin, donc après quand même 3 ans d'amitié, il a réinventé le French kiss. Mais c'est long, une langue de loup. Mais c'était fou. Et alors mon dresseur m'a dit, écoute, voilà, ça c'est le stade ultime, parce que les mamans louves, elles donnent à manger à leur bébé en leur donnant de la nourriture dans la bouche, avec la langue. Et donc ça, c'est le signe de la fusion. Et donc je vous parle de ça avec à la fois étonnement et un peu d'émotion, parce que on sait que c'est sincère. Mon dresseur, Andrew Simpson, disait toujours, mais ça, je ne peux pas le commander. Personne ne peut le commander, et c'est à la vie, à la mort. Ce film est aussi un appel à la protection de l'environnement. Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et honoré. Que le pays aujourd'hui, qui souffre beaucoup de la pollution avec non seulement la population qui n'en peut plus, mais à tous les niveaux. Et la Chine a ses villes intoxiquées par la pollution. Et qu'on me demande à moi de collaborer à la transformation de ça, parce que le livre a été un révélateur, le livre a eu ce succès, parce que soudain, le livre a expliqué qu'il fallait respecter la nature pour se protéger soi-même. Et que ce soit écrit par un Chinois faisait que c'était pas quelque chose qui venait de l'extérieur, c'était pas quelque chose que les États-Unis disaient en culpabilisant, non, ça venait de quelqu'un qui avait vécu ça, qui était passionné par ça. Et nous savons tous que sans la Chine et sans les États-Unis, on ne peut pas changer le problème de réchauffement climatique, le problème de la destruction de l'environnement. Comme c'est une thématique qui m'occupe régulièrement dans mes films, même si j'essaye de ne pas faire de façon didactique, mais c'est quelque chose qui me tourmente tout simplement, personnellement. J'ai trouvé que c'était un très grand honneur de faire un film en Chine avec des acteurs chinois et des loups, quelque chose d'universel, mais qui vous pouvait peut-être servir. Le film est-il déjà sorti en Chine, et si oui, comment a-t-il été perçu? Non, il sort en Chine le 13 pour la Saint-Valentin et pour le Nouvel An chinois. Donc c'est un des films du Nouvel An, ce qui est très important là-bas parce que c'est la plus grande fête, c'est le plus grand moment de réunion, c'est un peu comme Noël, jour de l'an et Pâques ensemble si vous voulez. Et là pour l'instant j'ai des échos formidables. J'ai même une chose exceptionnelle, l'auteur, vous savez les auteurs généralement ils sont contents de vendre leurs droits, d'abord ça fait des sous et puis c'est surtout après ça donne de l'entertainment au
bouquin, mais généralement ils sont fâchés après le metteur en scène. Et là je viens de recevoir une lettre qui m'a beaucoup touché. Cet homme est marié à ce que j'ai envie d'appeler la Marguerite Duras de Chine, une romancière très intelligente et très douée qui a fait beaucoup de romans. Tous les deux ont découvert le film, ils ont été très émus, ils ont pleuré pendant le film. J'ai eu un rapport très amical avec la Chine, j'ai bénéficié d'une liberté, je me pince encore. Parce que c'est pas ce que j'attendais. J'attendais des difficultés, et là, non. Vous savez, je crois qu'il y a un sens de l'hospitalité orientale qui fait qu'à partir du moment où on m'a fait confiance, on a continué à me faire confiance, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu absolument carte blanche pour faire ce film. J'ai fait le scénario moi-même. Bien entendu, j'ai consulté l'auteur sur certaines décisions importantes. Mais après, j'ai fait mon casting à mon goût. J'ai choisi tous mes lieux moi-même et j'ai fait le montage en toute liberté avec un chef monteur français qui est venu passer 1 an et demi en Chine avec moi. Et puis j'ai fait faire la musique par James Horner, mon copain qui avait fait Le Nom de la Rose, Stalingrad en particulier. Personne n'est venu nous demander de changer quelque chose. Et le film que vous voyez, c'est exactement le même montage qu'en Chine.